Bonjour à tous, et bienvenue à nouveau sur Amour and Vengeance. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Commençons. Ma femme s'est enfuie avec un prétendu PDG d'une agence immobilière, le qualifiant d'âme sœur. Alors je l'ai laissé poursuivre son rêve. Jusqu'à ce que la vérité bouleverse son monde en 48 heures, moi, un homme de 31 ans. Je suis rentré plus tôt que prévu d'une vente aux enchères de bétail à Denver. Mi-octobre. L'événement devait durer tout le week-end. Mais les prix étaient médiocres, et il y avait peu de bétail de qualité à vendre. J'ai décidé de partir plus tôt dans l'après-midi de jeudi, pensant surprendre ma femme, Victoire, une femme de 29 ans, avec un dîner dans ce restaurant de viande chic dont elle parlait depuis des mois. Nous avions désespérément besoin de passer du temps ensemble. Mariés depuis 5 ans et en couple depuis presque 8 ans, les choses avaient clairement changé entre nous récemment. Ce n'était pas ouvertement hostile, juste différent. Ce changement subtil quand le cœur de quelqu'un n'y est plus, mais qu'il continue à faire semblant. En arrivant dans notre longue allée de gravier, quelque chose clochait. Sa voiture était là, mais aucune lumière n'était allumée malgré les ombres du début de soirée qui s'étendaient sur notre propriété. Notre berger australien, tout cœur, n'est pas venu m'accueillir en courant comme il le faisait toujours. En entrant dans la maison, c'était beaucoup trop silencieux. Notre ferme n'était jamais silencieuse. Victoire avait toujours une émission de rénovation en fond sonore, sa playlist country préférée, où elle discutait bruyamment en FaceTime avec ses amis. Mais là, c'était un silence de cimetière. J'ai appelé son nom de faux. Rien. J'ai commencé à parcourir notre maison, une ferme des années 1920 rénovée sur un ranch de 6 hectares que nous avions acheté il y a 3 ans, quand les terrains en périphérie de la ville étaient encore abordables. La première chose que j'ai remarquée, c'est que son manteau de créateur préféré manquait sur le porte-manteau ancien près de la porte, celui que j'avais économisé 3 mois pour lui offrir à Noël dernier. Ses bottes d'équitation avaient disparu, et le crochet où pendait habituellement son porte-clés personnalisé était vide. En montant l'escalier, chaque marche de notre plancher de pin grinçant semblait plus lourde que la précédente. Notre placard de chambre était à moitié vide. Les cintres en désordre comme si quelqu'un avait pris des brassées de vêtements à la hâte, toutes ses tenues de créateur avaient disparu. Son maquillage coûteux avait disparu du plan de travail de la salle de bain que nous avions installé le mois dernier. Sa table de chevet était vidée du roman d'amour qu'elle dévorait chaque semaine. Puis, je l'ai vue, une note sur l'îlot de la cuisine, écrite de son écriture cursive parfaite sur le papier, à lettres personnalisées que sa mère lui avait offert. Elle disait « J'ai trouvé quelqu'un qui me comprend vraiment, c'est mon âme sœur. Ce mariage ennuyeux ne fonctionne plus, je suis parti vivre avec lui. Mon avocat te contactera pour les détails du divorce, juste comme ça. » 5 ans de mariage se terminaient par une note griffonnée à la hâte, sans explication. Sans excuse, rien d'autre qu'un rejet froid, comme si j'étais un inconnu rencontré dans un bar. Le plus étrange, je n'ai pas explosé. J'aurais dû frapper les murs ou l'appeler sans arrêt, faire quelque chose de dramatique. Au lieu de cela, je me suis assis à notre table de cuisine en bois récupéré, étrangement calme, et j'ai appelé mon avocat, puis mon grand frère, Michel. Au fond, je crois que je me préparais à ce moment depuis des mois sans me l'avouer. Les changements chez Victoire étaient subtils mais constants. Tout a commencé lorsqu'elle s'est liée d'amitié avec Stacy, sa nouvelle collègue à l'agence immobilière. Stacy était une crise de la quarantaine ambulante, vêtue de Lululemon, avec 2 divorces, 3 amants fortunés et une entreprise bidon. Si l'expression « mauvaise influence » était une personne, ce serait elle. Elle conduisait une Mercedes en leasing qu'elle ne pouvait pas se permettre et postait sans cesse des citations inspirantes sur les réseaux sociaux, du genre « passez au niveau supérieur » ou « connaissez votre valeur ». Quelques semaines après leur amitié, Victoire a changé sa couleur de cheveux, passant de brun naturel à un blond platine avec des mèches roses, a refait sa garde-robe et a commencé à parler de la nécessité d'améliorer notre style de vie. Soudain, ma femme dépensait 400 € en Botox, achetait des sacs de créateurs dont je n'avais jamais entendu parler et rentrait après minuit de soirée entre filles, sentant le parfum à plein nez. Elle a commencé à faire des voyages professionnels mystérieux le week-end, pour montrer des propriétés qui ne semblaient jamais aboutir à des ventes réelles, par curiosité. J'ai vérifié son agenda une fois. 3 visites de condos de luxe, toutes avec Stacy comme agente de secours. Sauf que le bureau n'était au courant de rien concernant ces annonces. Et apparemment, être agente de secours signifiait aussi cocktail et selfies au spa. Notre intimité a complètement disparu. Si j'essayais de l'embrasser, elle tournait la joue. Toute tentative de romantisme était accueillie par des excuses de maux de tête ou de fatigue. Puis vinrent les commentaires sur notre style de vie rural ennuyeux, sur le fait que nous ne faisions jamais rien d'excitant, que ses amis vivaient dans des condos de luxe pendant qu'elle jouait à la fermière dans notre ranch. Un ami m'avait dit un jour
Si sa meilleure amie est un désastre, elle n'est qu'en sursis, j'aurais dû l'écouter. Stacy était un panneau d'avertissement, et je l'ai ignoré. Pendant ce temps, je travaillais 60 heures par semaine, gérant des ventes aux enchères de bétail dans 3 États, rentrant pour nourrir les chevaux, réparer les clôtures et entretenir la propriété pendant qu'elle réseautait dans des bars huppés avec Stacy et ses amis divorcés. J'ai même pris des ventes supplémentaires le week-end pour économiser pour la rénovation de la cuisine qu'elle réclamait. Nous l'avons terminé le mois dernier, apparemment pas assez pour retenir son intérêt. Michel est arrivé 45 minutes après mon appel, malgré 1 heure de route, apportant une pile de pizza, même si manger était la dernière chose à laquelle je pensais. Il a 5 ans de plus. Est établi avec des jumeaux et une entreprise de construction stable. Toujours le roc qui veille sur moi. Il a examiné la note en silence, puis a proposé d'aller la chercher, le grand frère protecteur prêt à faire une scène. J'ai secoué la tête, nous nous sommes assis sur la véranda, discutant jusqu'à presque minuit. Lui me distrayant avec des histoires sur le dernier tournoi de football de ses enfants et des problèmes avec un sous-traitant. Quand il est parti, promettant de revenir demain. J'ai erré dans la maison sombre, regardant toutes les photos encore accrochées au mur, randonnée dans le Colorado, tyrolienne au Mexique pour son anniversaire, posant fièrement devant cette maison le jour où nous avons signé. Des souvenirs qui semblaient maintenant tirés de la vie de quelqu'un d'autre. Tucker est enfin sorti de sa cachette et s'est pressé contre ma jambe. Sentant que quelque chose n'allait pas, je lui ai gratté les oreilles. Reconnaissant pour sa compagne, elle s'était éloignée par petites touches qui s'accumulaient. Soirée tardive, esquive d'affection avec des excuses, maux de tête, épuisement. Je continuais à chercher quelque chose qui n'existait plus. Il s'avère que je dormais à côté d'une étrangère avec un plan de sortie de 5 ans. Mon avocat, Daniel, est un ancien champion de rodéo qui montait avec mon père dans les années 1990. Il est passé au droit immobilier après une mauvaise chute qui lui a fracturé le bassin et nous a aidés à acheter notre ranch, 6 hectares avec une ferme rénovée, à environ 30 minutes des limites de la ville. Nous l'avions obtenu pour 350 000 €. Une véritable aubaine il y a 3 ans. Les valeurs immobilières dans notre comté ont presque doublé depuis que 4 grandes entreprises technologiques ont commencé à construire des campus à proximité, attirant des vagues de transplants californiens avec de l'argent à dépenser. Je me suis rendu au bureau de Daniel dès vendredi matin, sautant la clôture de la vente aux enchères à laquelle j'étais censé assister. Son bureau est une capsule temporelle, chaise de cow-boy usée avec des détails en laiton. Photo fanée de lui sur des taureaux légendaires au National Finals Rodeo de 1992. Un cerf à 12 corps qu'il a chassé pour son 50e anniversaire. L'endroit sent le café, le conditionneur de cuir et les vieux dossiers. Daniel a été surpris de me voir avant notre réunion prévue pour des documents de vente aux enchères. Je lui ai tout expliqué. La note, les vêtements manquants, le choc total. Je lui ai dit que je devais protéger le ranch. Il a hoché la tête et a consulté nos documents de propriété. Après plusieurs minutes de recherche dans les registres du comté, son expression a changé radicalement. Nom d'un chien, a-t-il marmonné. Selon les registres, j'étais le seul propriétaire de toute la propriété. Le nom de Victoire n'apparaissait nulle part sur l'acte. Pas en tant que copropriétaire, pas même sur un avenant. Je n'en croyais pas mes oreilles. Nous l'avions acheté ensemble et utilisé l'argent de nos 2 comptes pour l'acompte. Nous avions rassemblé nos économies. 39 000 € de moi, 26 000 € d'elle, pour les 20% d'acompte afin d'éviter l'assurance prêt immobilier. Daniel a vérifié 3 bases de données différentes, récupérant des copies numériques des documents finaux. Tout était à mon nom uniquement, l'acte, l'hypothèque, les droits miniers, toutes. Ma signature était la seule à apparaître sur tout document contraignant. Cela n'avait aucun sens jusqu'à ce que Daniel souligne que, en tant qu'agente immobilière, Victoire savait exactement ce qu'elle faisait. Elle avait orienté les documents exactement là où elle voulait. La question était pourquoi elle avait délibérément tenu son nom à l'écart d'un bien précieux. Mais ce n'était pas tout ce que Daniel a découvert. Elle possédait une autre propriété à son nom uniquement. Un chalet au bord d'un lac acheté il y a environ 2 ans pour 160 000 €. Mon estomac s'est noué. Il y a 2 ans. Nous étions en plein milieu de la rénovation de notre salle de bain principale et de l'amélioration des écuries. Nous mangions des plats micro-ondables depuis des semaines pour économiser sur les matériaux. D'où avait-elle sorti cet argent ? Et comment avait-elle caché l'achat d'une propriété entière ? Selon les registres, elle avait payé 115 000 € en liquide avec une hypothèque de 45 000 €, achetée via une SARL, puis fut transférée à son nom personnel 6 mois plus tard. Plus Daniel creusait, plus le tableau s'assombrissait. Il a trouvé un schéma de transfert systématique de notre compte joint vers son compte d'épargne personnelle sur les 30 derniers mois. Jamais assez important pour attirer mon attention. 200 € une semaine, 350 € une autre, 500 € autour de la période de remboursement d'impôts, mais totalisant environ 2600 € au fil du temps.
Mes revenus de commission sur le bétail finançaient son plan d'évasion secret. Daniel a enlevé ses lunettes et m'a fixé d'un regard direct. Il avait traité près de 500 divorces au cours de sa carrière. Ce n'était pas un comportement impulsif. Ces registres montraient quelqu'un planifiant méthodiquement une stratégie de sortie pendant des années. C'est la propriété séparée, les transferts cachés, le fait de garder son nom hors de nos actifs. C'était calculé. Victoire gérait toujours nos finances, disant que j'étais trop désorganisé. Je n'y avais pas beaucoup pensé jusqu'à ce que Daniel trouve des transferts constants de notre compte joints vers le sien sur 30 mois. Quelques centaines d'euros à la fois, à peine perceptibles. Ajoutez à cela un chalet au bord d'un lac qu'elle avait acheté sous une SRL et transféré à son nom plus tard. Et il était clair qu'elle construisait son fonds d'évasion depuis des années. Que faisons-nous maintenant ? Ai-je demandé, me sentant à la fois le plus grand idiot du monde et étrangement soulagé de comprendre ce qui se passait. Rien, a dit Daniel avec un petit sourire entendu. On attend. Elle te contactera dès qu'elle consultera un avocat et réalisera que le ranch est uniquement à ton nom. Si je ne me trompe pas, elle pensait que tu devrais vendre et partager les bénéfices. Exactement 48 heures après avoir trouvé la note. Mon téléphone a explosé d'activités, appels, SMS, messagers vocaux, tous de Victoire. Commençant précisément à 10h15 dimanche matin, j'étais dans le pâturage et j'étais en train de réparer une section de clôture que Tucker avait trouvée assez lâche pour s'y faufiler. Les notifications s'enchaînaient. Chaque message plus urgent que le précédent. Le premier message vocal était purement professionnel. Le ton qu'elle utilisait pour appeler les acheteurs potentiels au sujet des annonces immobilières, elle devait discuter du ranch immédiatement. Dans le deuxième message, l'irritation perçait. Pourquoi je ne répondais pas ? Le troisième était empreint de désespoir. Il fallait agir vite pour vendre le ranch avant le ralentissement du marché hivernal. Le quatrième m'accusait d'être immature en l'ignorant. Au sixième appel, sa contenance s'était complètement effondrée, plaidant pour qu'on parle comme des adultes. L'ironie de cette demande, venant de quelqu'un qui avait mis fin à un mariage de 5 ans avec une note griffonnée à la hâte, ne m'échappait pas. J'ai transféré chaque message à Daniel sans répondre. Il m'a répondu immédiatement par texto. Stratégie parfaite. Continue le silence radio. Elle réalisait qu'elle avait gravement mal calculé. Vers 18h30 ce soir-là, Jacques Wilcox, le père de Victoire, m'a appelé. Contrairement à ma relation tendue avec sa mère, qui laissait toujours entendre que je n'étais pas assez prospère pour sa fille. Jacques et moi avions créé un vrai lien, ingénieur mécanicien à la retraite. Il m'avait appris tout ce que je savais sur la restauration de moteurs vintage. Nous avions passé d'innombrables week-ends dans son garage impeccable, travaillant sur sa précieuse Chevrolet C10 de 1967, pendant que Victoire et sa mère allaient faire du shopping dans un centre commercial huppé en plein air. Il a commencé l'appel visiblement agité, disant que Victoire était en pleine crise, prétendant que je l'avais exclu de sa propre maison et refusé de discuter des termes du règlement. J'ai pris une grande inspiration et lui ai tout expliqué méthodiquement. Mon retour anticipé. Les placards vides. La note froide. La découverte du chalet au bord du lac qu'elle avait acheté sans que je le sache. Le drainage systématique de notre compte joint pendant des années. Il y avait un silence total de son côté pendant que j'exposais les faits, quand il a enfin répondu. Sa voix était lourde de déception. Apparemment, elle avait dit à ses parents qu'ils avaient des problèmes depuis des mois et avaient décidé de se séparer mutuellement. Elle prétendait que j'étais devenu verbalement abusif lorsqu'elle parlait de diviser les actifs équitablement. Ils l'avaient laissé séjourner dans leur chambre d'amis parce qu'elle affirmait que j'avais menacé de changer les serrures si elle revenait. Cette manipulation m'a fait bouillir de rage, mais j'ai gardé un ton posé. Rien de tout cela n'était vrai. La note que j'avais trouvée était la seule communication que nous avions eue. J'ai expliqué la vérité. Elle m'avait quitté avec une note et sans explication. Et la propriété n'était même pas à son nom, contrairement à Victoire. Jacques était un homme de parole. Il m'a rappelé 3 heures plus tard. Il avait parlé directement avec elle et lui avait montré le texto avec une photo de sa note. Elle avait enfin admis ce qui s'était vraiment passé. Jacques et sa femme ne soutenaient pas la façon dont elle avait géré cela. Ce n'est pas comme ça qu'on l'a élevée, furent leurs mots. Il a soupiré lourdement et expliqué qu'elle avait toujours eu l'approche de sa mère en matière de finances. Secrète. Maintenant toujours des comptes séparés. Gardant ses options ouvertes, il aurait dû me prévenir il y a des années lorsqu'il l'avait vu insister pour des comptes bancaires séparés même après le mariage. Sa femme avait fait des coups similaires au début de leur mariage jusqu'à ce qu'il découvre ses cartes de crédit secrètes et menace de divorcer si cela continuait. Ce parallèle expliquait tellement le comportement de Victoire. Elle avait appris la tromperie financière à la maison. Quand Jacques m'a demandé mes projets pour l'avenir, je lui ai répondu honnêtement que je réfléchissais encore, mais que je ne vendrais certainement pas le ranch. Cet endroit était censé être notre maison pour toujours. Et je voulais toujours cela pour moi. Je ne t'en veux pas du tout, a répondu Jacques,
Entre nous, il pensait que je faisais la meilleure affaire. Ce nouvel homme avec qui elle s'était mise, Jason quelque chose, était venu la chercher hier. Il conduisait une voiture de sport européenne en leasing qu'il ne pouvait probablement pas se permettre et portait plus de bijoux que la femme de Jacques. Son intuition de vieil homme lui disait que ce type n'était pas là pour le long terme. Après avoir raccroché, la curiosité m'a poussé à vérifier les réseaux sociaux, chose que j'évitais normalement. L'Instagram de Stacy était rempli de références à peine voilées à la situation. Des photos d'elle et Victoire dans des restaurants chers avec des légendes comme « améliorer sa vie ». Et les hommes ne savent jamais ce qu'ils avaient jusqu'à ce que ce soit parti. L'audace était stupéfiante, venant d'une femme de 38 ans qui avait gâché 2 mariages et était censée sortir avec son patron marié. Les commentaires de leur cercle allaient de « prêche, ma fille » à « sa perte », en passant par « vis ta meilleure vie maintenant ». Je me demandais si l'un d'eux connaissait la vraie histoire ou s'ils se basaient tous sur le récit de victimes de Victoire. J'ai désactivé tous mes comptes sociaux ce soir-là et me suis assis sur la balancelle de la véranda avec tout cœur. Il était inhabituellement collant depuis le départ de Victoire. Malgré ses plaintes constantes à propos de ses poils et son bannissement dans l'arrière-cuisine chaque fois que ses amis sophistiqués les venaient en se... Les chiens ont un meilleur instinct pour les gens qu'on ne le croit, et pourtant ils aiment inconditionnellement. Il a posé sa tête sur mon genou et m'a regardé avec ses yeux bruns loyaux. Au moins quelqu'un dans cette maison avait des émotions sincères. 3 semaines après avoir trouvé la note, j'étais en train de reconstruire la clôture dans le pâturage sud quand la voiture de Victoire est arrivée à toute vitesse dans l'allée, soulevant gravier et poussière. Elle avait enfin compris que le ranch n'était pas à son nom. Je n'ai même pas posé mes outils, continuant à enfoncer des poteaux pendant qu'elle traversait le champ à grands pas vers moi. Elle était différente. Cheveux blonds fraîchement méchés, jonce de créateur rentrés dans des bottes coûteuses qui n'avaient clairement jamais vu de travail à la ferme. Bijoux imposants qui coûtaient probablement plus que notre hypothèque mensuelle. Elle jouait le rôle de la fille de la ville sophistiquée qui avait dépassé son mari campagnard. Il faut qu'on parle du ranch, a-t-elle exigé, sans même un bonjour. Je continuais à travailler. Tu m'as entendu ? J'ai dit qu'on doit discuter de la vente de cet endroit. Mon avocat dit qu'on doit le mettre en vente immédiatement. J'ai enfin levé les yeux. Rien à discuter. Il n'est pas à vendre. Son visage parfaitement maquillé s'est tordu de confusion. Comment ça, pas à vendre ? On doit diviser nos actifs. Je n'ai pas répondu, me contentant de prendre un autre poteau dans la benne de mon camion. Ryan, arrête d'être difficile. On sait tous les deux qu'on doit vendre et partager l'argent. J'ai déjà parlé à mon courtier pour le mettre en vente. Je suis resté silencieux encore 1 minute pendant qu'elle devenait de plus en plus nerveuse. Enfin, j'ai dit, tu devrais probablement vérifier les registres de propriété avant de faire des plans. Ses yeux se sont plissés. De quoi tu parles ? Le ranch n'est pas à ton nom. Il ne l'a jamais été. Tu t'en es assuré quand on l'a acheté. La confusion sur son visage était presque comique. C'est impossible. On l'a acheté ensemble. J'ai haussé les épaules. L'acte dit le contraire, tout comme l'hypothèque. Vérifie par toi-même. Son visage est passé par une série d'expressions, incrédulité, confusion, puis une horreur grandissante en réalisant que je disais la vérité. Mais on a tous les deux payé la compte. Ouais. Et tu t'es occupé de toute la paperasse, t'assurant que tout soit uniquement à mon nom. On dirait que tu t'es piégé toi-même. C'est alors que la conversation a changé. Soudain. Elle était toute douce et raisonnable, demandant si on pouvait en parler comme des adultes. Elle m'a suivi dans le pâturage comme un chiot perdu pendant que je continuais à travailler. Quand ça n'a pas marché, elle est passée à la culpabilité. Elle a rappelé comment nous avions trouvé cet endroit ensemble, comment elle avait aidé à concevoir la disposition, comment elle avait soutenu ma carrière. J'ai enfin arrêté et l'ai regardée en face. Tu veux dire, comme tu m'as soutenu en volant 600 € de notre compte joint ou en achetant secrètement un chalet au bord d'un lac pendant que je mangeais des nouilles instantanées pour économiser pour nos rénovations. Ses yeux se sont écarquillés, l'air d'un cerf pris dans les phares, démasqué. Elle a essayé de prétendre que le chalet était un investissement immobilier qu'elle comptait me révéler une fois qu'il aurait pris assez de valeur. Bien sûr. Ai-je dit, lui demandant si c'est pour ça qu'elle avait caché tous les documents et prétendu que les retraits de notre compte joint étaient un investissement. Ses yeux sont revenus vers les miens. Tu m'as espionné comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. Je n'aurais pas eu à le faire si tu n'avais pas volé. Elle a tressailli au mot « voler » et a essayé de prétendre que cet argent était en partie à elle. Je lui ai rappelé que son salaire allait sur son compte personnel, tandis que seul mon revenu allait sur le compte joint. Donc non, ce n'était pas du tout à elle. La vérité se lisait sur son visage. Je savais tout. Elle a essayé une autre approche, disant que Jason, son nouvel âme sœur, allait aider avec les réparations du chalet, mais que son entreprise avait des problèmes de liquidité. Elle comptait sur sa part de la vente du ranch pour tout arranger.
Elle était dans une situation difficile, pas mon problème. Et je dis simplement, peut-être que ton âme sœur n'est pas aussi stable financièrement que tu le pensais. Son visage s'est durci. Tu y prends plaisir. N'est-ce pas à être difficile juste pour me punir? Non. Je suis juste les documents légaux que tu as arrangés. Drôle comme ça s'est retourné. Elle a tout essayé après ça. Elle a dit que j'étais vindicatif. A mentionné comment elle avait trouvé cet endroit et conçu la rénovation de la cuisine. Elle a même eu le culot de dire qu'elle méritait une compensation pour avoir supporté de vivre si loin de la ville. Mais nos relevés bancaires montraient en un Nantes que j'avais payé 80% de tout pendant qu'elle cachait de l'argent. Ce que tu n'as pas prévu, lui ai-je finalement dit, c'est de partir avant que les valeurs immobilières ici n'atteignent leur pic. Si tu avais attendu un an de plus, cet endroit vaudrait 140 000 € de plus. Mauvais timing de ta part. Son visage montrait la vérité de mes mots. Elle avait mal calculé, pensant que le ranch serait un gain facile dans le divorce. Découvrir qu'il était uniquement à mon nom avait bouleversé tout son plan. Elle menaçait toutes les semaines de prendre un avocat. Je lui ai dit que j'en avais déjà un. Elle est repartie furieuse vers sa voiture, se retournant une fois pour crier. Ce n'est pas fini. Avant de démarrer en trombe, en voyant la poussière voler. Après son départ, j'ai immédiatement changé toutes les serrures et les codes, appelé Daniel pour une mise à jour, et commencé à planifier mes prochaines étapes avec soin. Travailler dans les ventes aux enchères de bétail vous apprend à lire les gens, à savoir quand ils bluffent sur une offre, quand ils sont désespérés de vendre, quand ils essaient de faire monter les prix artificiellement. Victoire pensait qu'elle était maligne, mais elle affichait son désespoir comme une enseigne lumineuse. Daniel m'a conseillé de ne répondre à rien sans lui en parler d'abord. Elle essaierait de me faire accepter des choses par écrit ou de faire des accords verbaux par téléphone. Mais je ne devais pas tomber dans le panneau. J'ai passé tout le week-end à inventorier la maison, documentant tout ce qui avait de la valeur. Meubles, appareils électroménagers, électronique, outils. J'ai pris des photos, retrouvé des reçus quand je pouvais, tout ce qui pouvait établir ce qui m'appartenait avant qu'elle puisse essayer de le réclamer. J'ai trouvé des choses intéressantes dans le processus, une boîte à chaussures cachée au fond de notre placard avec des bijoux que je n'avais jamais vus auparavant, une pile de relevés de cartes de crédit à son nom avec des frais dans des hôtels où je n'étais jamais allé. Les preuves de sa double vie étaient peintes partout une fois que j'ai commencé à chercher. Les SMS ont ralenti, puis se sont arrêtés complètement quand elle a réalisé que je ne répondais pas. Son père a appelé à nouveau pour s'excuser et me dire qu'il ne lui donnait pas d'argent. Elle a fait son lit, a-t-il dit, semblant fatigué. Sa mère est pareille, pense qu'elle peut toujours trouver une solution facile à ses problèmes. Ça ne marche jamais comme ça. Par des amis communs, j'ai appris que son âme sœur, Jason, était un promoteur immobilier clinquant qui venait de finaliser son propre divorce. Le type était endetté jusqu'au cou sur plusieurs projets ratés, ayant commencé à construire des condos de luxe juste avant que le marché ne se ramollisse. Leur relation a apparemment dérapé quand il a réalisé qu'elle n'apporterait pas d'argent de la vente du ranch pour financer son prochain. Investissement sûr. 2 semaines après son départ, j'ai reçu les papiers de divorce officiels. Intéressant. Il n'y avait aucune revendication sur le ranch, juste une demande de division des autres actifs et 3 000 € par mois de pension alimentaire en raison de son revenu significativement plus bas. Mon avocat a ri à cette demande. Nous avions des dossiers montrant qu'elle gagnait presque autant que moi, mais qu'elle avait caché la majeure partie en triant de vieux dossiers. Dans notre bureau à domicile, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Sa demande de prêt pour le chalet indiquait un revenu 40% plus élevé que ce qu'elle déclarait sur nos impôts. La fraude fiscale. Ce n'est pas une blague. J'ai gardé cette information dans ma poche, juste au cas où. Daniel a suggéré de l'utiliser comme levier si nécessaire, mais sinon de ne pas agir. Parfois, la meilleure revanche est de laisser quelqu'un s'autodétruire. A-t-il dit. D'après ce que tu me dis, elle et ce petit ami promoteur sont en bonne voie pour ça. Avec ou sans ton aide, au lieu de me battre pour des petites choses, j'ai accepté de lui laisser les meubles qu'elle voulait et même notre SUV récent. Daniel pensait que j'étais trop généreux. Mais je jouais le long jeu. Je voulais que le divorce soit finalisé rapidement avec un minimum de drame. Se battre pour des canapés et des voitures ne ferait que prolonger les choses. Mon frère Michel n'était pas convaincu quand je lui ai expliqué ma stratégie. Il pensait que je la laissais gagner. J'ai expliqué que je gardais ce qui comptait. Le rang, mes comptes de retraite, mes outils et l'équipement. Elle pouvait avoir les meubles Ikea et la voiture avec 96 000 km au compteur. Je m'en sortirais mieux à la fin. Je continuais à travailler, à m'occuper du ranch, à garder la tête basse. Je la laissais penser que je cédais sur les petites choses parce que j'étais blessé ou que j'essayais de prendre la voie de la droiture. Pendant ce temps, je documentais tout ce que je trouvais sur sa situation financière, les revenus cachés, les écarts fiscaux, l'argent qu'elle avait siphonné de notre compte joint. Pendant ce temps,
J'ai aussi appris plus sur Jason par des contacts dans l'industrie. Son entreprise était surendettée sur 3 projets différents. Les banques rappelaient leurs prêts. Les entrepreneurs déposaient des privilèges pour des travaux non payés. Le type était une maison de cartes prête à s'effondrer, et Victoire avait accroché son wagon à son étoile juste au moment où elle s'éteignait. Je savais aussi, grâce à ses réseaux sociaux, que les choses entre eux étaient instables. Elle avait arrêté de poster ses photos, « Vis ma meilleure vie ». Et les commentaires de Stacy étaient passés de « Tu mérites le bonheur, ma chérie », à des trucs vagues comme « Tiens bon, des jours meilleurs arrivent ». Le fantasme s'effondrait plus vite qu'elle ne l'avait prévu. 4 mois plus tard, le divorce était presque finalisé. J'ai gardé le ranch et commencé à faire des changements. J'ai transformé son bureau à domicile en un atelier où je pouvais restaurer des pièces de moto vintage. Mon activité parallèle décollait enfin maintenant que j'avais le temps de m'y consacrer. Le ranch commençait à me sembler à nouveau à moi. J'ai repeint le salon en vert foncé, une couleur qu'elle avait toujours détestée, acheté un canapé en cuir pour remplacer celui moderne et inconfortable qu'elle avait imposé, et laissé tout cœur dormir sur le lit. De petits changements qui rendaient l'endroit moins comme un musée et plus comme un foyer. Mon frère continuait d'essayer de me présenter aux amis de sa femme, mais je n'étais pas prêt. Au lieu de cela, je me suis concentré sur mon travail de gestionnaire régional des ventes aux enchères de bétail, reconstituant mes économies et renouant avec des amis que j'avais négligés pendant mon mariage. J'ai rejoint un club local de restauration de véhicules classiques qui me sortait de la maison le week-end. J'ai croisé Stacy au supermarché environ 5 mois après le départ de Victoire. Elle semblait surprise de me voir, puis mal à l'aise. J'ai demandé nonchalamment comment allait Victoire, comme si je m'enquérais d'une vieille connaissance. Stacy a mal menti, disant qu'elle allait bien, vraiment bien, adorant sa nouvelle vie. J'ai souri d'une manière qui l'a fait se tortiller et j'ai demandé comment allait l'entreprise de promotion immobilière de Jason. Mentionnant les problèmes avec son projet River Heights, ses yeux se sont légèrement écarquillés. Je ne saurais pas. Non. Je pensais juste que, comme vous traînez tous ensemble, tu aurais entendu parler. Ces entrepreneurs qui déposent des privilèges pour des travaux non payés. Une banque qui menace de saisir. Des trucs compliqués. Elle a marmonné quelque chose sur un rendez-vous en retard et a pratiquement couru vers la caisse. Je savais que l'information arriverait à Victoire dans l'heure. La laissant se demander ce que je savais aussi, en vérifiant les registres publics, que le chalet qu'elle avait acheté avait de sérieux problèmes structurels. L'évaluation fiscale de la propriété avait été réduite de 30% en raison de défauts de fondation importants, nécessitant des réparations majeures. Les estimations pour réparer ce genre de dommages commencent généralement autour de 55 000 €, argent qu'elle n'avait clairement pas si elle demandait une pension alimentaire. Son père m'appelait de temps en temps pour prendre des nouvelles. Nous avions toujours ce lien à travers notre amour commun des camions classiques. Lors d'un de ces appels, il a mentionné que Victoire avait demandé à revenir vivre chez eux temporairement, mais que sa mère avait refusé. Marguerite disait qu'elle avait fait son choix et que cela ne ferait que l'encourager si elle la laissait revenir à chaque fois que la vie devenait difficile, 8 mois après son départ. Tout s'est mis en place mieux que je n'aurais pu le planifier. L'entreprise de promotion immobilière de Jason a déposé une demande de protection contre la faillite. La nouvelle était partout dans le journal économique local. Le chalet qu'elle avait acheté avait été officiellement condamné par le comté en raison de problèmes de fondation, le rendant pratiquement sans valeur. Et le plus beau de tout, l'administration fiscale lui a envoyé un avis d'audit pour les 3 dernières années. Drôle comme fonctionnent parfois les dénonciations anonymes. J'étais au supermarché en train de faire mes courses pour la semaine quand je suis littéralement tombé sur elle en tournant au bout d'une allée. Son chariot a heurté le mien avec un clang métallique. Elle avait l'air négligée. Pas aussi soignée que d'habitude. Rien à voir avec la femme polie qui s'était présentée au ranch des mois auparavant. Après des salutations gênées, elle m'a demandé si on pouvait parler quelque part. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Et nous nous sommes retrouvés assis dans mon camion sur le parking, elle jouant nerveusement avec la sangle de son sac. J'ai fait de mauvais choix, a-t-elle admis, la voix tremblante, sans blague. Ai-je répondu calmement. Elle s'est effondrée alors, me racontant tout. Comment Jason l'avait convaincue d'investir 28 000 € dans son dernier projet. Argent qu'elle avait en partie obtenu en vendant des bijoux que je lui avais achetés au fil des ans. Comment le chalet était maintenant pratiquement sans valeur. Comment l'administration fiscale la poursuivait pour des écarts dans ses revenus déclarés. Je ne sais pas quoi faire. Ryan. Je suis en train de couler. Des larmes brouillaient son mascara. Je suis resté assis là, laissant le silence remplir l'habitacle de mon camion. Une partie de moi ressentait de la satisfaction à la voir ainsi. Le karma bouclante la boucle. Mais une autre partie, celle qu'il avait aimée pendant 8 ans, se sentait vide. Ce n'était pas une victoire. Juste une fin triste à ce que je pensais être une belle histoire. Enfin, elle a murmuré, demandant si je pouvais l'aider
Peut-être la laisser emménager dans la chambre d'amis du ranch pour quelques semaines, jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Intéressant. Et je dis, donc, tu me quittes avec une note. Tu essaies de prendre la moitié de ma propriété. Et maintenant tu veux mon aide. Elle a prétendu qu'elle était désespérée, que ses parents ne lui parlaient même plus. Jason et elle s'étaient séparés il y a des semaines. Stacy l'ignorait depuis qu'elle ne pouvait plus se permettre de sortir. J'étais la seule personne qui pourrait comprendre. Comprendre quoi? Être menti. Me faire voler de l'argent. Découvrir que mon mariage était en gros une longue arnaque. Ce n'était pas comme ça, a-t-elle protesté faiblement. Du moins, pas au début. Je t'aimais vraiment. Juste pas assez pour être honnête avec moi. J'ai sorti un dossier que j'avais par hasard dans mon camion et le lui ai tendu. À l'intérieur, il y avait tous les documents que j'avais collectés. Les transferts bancaires, les écarts fiscaux, les demandes de prêts avec des montants de revenus différents. Son visage est devenu blanc quand elle a réalisé que c'était moi qui avais déclenché l'audit fiscal. Elle m'a supplié de ne rien envoyer d'autre, disant qu'elle perdrait toute sa licence et pourrait même faire face à des poursuites. Tu aurais dû y penser avant de prendre 2600 € de notre compte. Qu'est-ce que tu veux? A-t-elle demandé. Vaincu. Rien. C'est ça la beauté. J'ai déjà gagné. Garde le SUV. Je m'en fiche. Mais si tu essaies encore de t'en prendre à moi ou au ranch, le reste ira à l'administration fiscale, à ton courtier et à quiconque pourrait être intéressé. Elle a admis qu'elle avait été stupide de jeter une belle vie pour rien. Elle a laissé Stacy la convaincre qu'elle passait à côté de la vie, qu'elle méritait des choses plus excitantes, un style de vie plus glamour. Il s'avère que l'ennui et la stabilité battent l'excitation et la faillite à plate couture, et ça ne lui a coûté que son mariage, sa carrière et sa réputation pour le comprendre. Une sacrée affaire. Elle a grimacé à mon sarcasme mais n'a pas discuté. Quand elle m'a demandé si je pensais un jour lui pardonner, j'y ai réfléchi. Honnêtement, je ne sais pas. Mais ça n'a pas vraiment d'importance que je le fasse ou non. On est fini de toute façon. Elle a essayé de demander si je voyais quelqu'un. Je lui ai dit que ce n'était pas ses affaires. Mais non. Je prenais du temps pour moi. Malen. A-t-elle hoché la tête? J'aurais dû faire ça après Brad. Brad était son ex avant moi. Ils avaient rompu juste 2 mois avant notre rencontre. J'avais toujours soupçonné que j'étais le mec de transition. Mais ça ne semblait pas important à l'époque. Pour ce que ça vaut, a-t-elle ajouté. Le ranch a l'air bien. Je suis passé devant la semaine dernière. La nouvelle clôture dans le pâturage sud. C'était joli. Je ne l'ai pas fait pour ton approbation, ai-je répondu. Je l'ai fait parce que ça devait être fait. Les papiers de divorce définitif ont été signés la semaine suivante, sans pension alimentaire, sans revendication sur quoi que ce soit de mon côté. Son avocat semblait soulagé d'en avoir fini avec tout ça. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, elle avait dû vendre son chalet à une perte énorme, avait perdu temporairement sa licence immobilière à cause des problèmes fiscaux et était retournée vivre chez ses parents à 29 ans. Son père l'a confirmé quand nous nous sommes retrouvés pour travailler sur son camion le mois suivant. Elle est humiliée, m'a-t-il dit en me passant une clé. Je n'aurais jamais pensé voir ce jour. Les gens changent quand ils y sont obligés. Et je dis, la vérité, c'est que j'allais mieux, le ranch prospérait. J'avais ajouté 3 chevaux en pension pour un revenu supplémentaire. Mon entreprise de restauration de motos décollait assez pour que j'envisage de réduire mes heures aux enchères. Le ranch est paisible maintenant, sans drame, juste moi. Tout cœur et les chevaux, et parfois des amis invités pour le dîner. Ce n'est pas la vie que je pensais avoir, mais c'est une bonne vie. Il s'avère que parfois, les pires choses qui vous arrivent vous mènent aux meilleurs endroits. Et parfois, les ordures se débarrassent vraiment toutes seules.